C'est difficile de résumer rapidement ce qu'était l'IAE dans les années 80-90, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions et beaucoup de changements, et les réseaux se sont structurés tous à ce moment-là. Et la législation a changé sans arrêt, modifié aussi les pratiques. Alors ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au départ, c'était beaucoup de travailleurs sociaux qui s'étaient impliqués dans la création d'entreprises d'insertion ou d'associations intermédiaires, et que depuis, les choses ont fortement évolué. Mais je dirais que dans les années 90, je dirais même fin des années 80 et début des années 90, on était dans une période de fondation. Donc on avait affaire, de fait, à des pionniers, c'est-à-dire à des personnes qui étaient porteurs de cette idée de l'insertion économique, on l'appelait comme ça d'ailleurs, on ne disait même pas par l'économie, on disait l'insertion économique, était portée par cette idée en sachant que c'était un principe en tout cas, qui pouvait permettre à des personnes en grande difficulté, adultes ou jeunes, de se redimensionner par rapport, je dirais, à l'activité professionnelle et puis en même temps à l'insertion professionnelle et sociale. Donc on était, je dirais, dans cette idée de comment peut-on créer de la richesse avec des personnes que la société exclut. Il y avait beaucoup le thème de l'exclusion, mais à l'écart, et donc on a beaucoup travaillé avec ces pionniers. Il n'y en avait pas beaucoup, on était 6 ou 7 sur la région Aquitaine, et en même temps il fallait qu'on se batte beaucoup. En tout cas c'était un pays de mission, on a fait véritablement, on a été missionnaire de cette affaire-là parce que ce n'était pas acquis. Ben, je crois que c'est une question intéressante parce que c'est la rencontre du département avec l'IAE, c'est une rencontre effectivement et qui se place dans quelque chose qui dans les années 90 est quelque chose de tout neuf, qui est la mise en place du RMI. Et le fait que dans le RMI, pour replonger dans cette histoire, qui est une histoire récente quand même, il ne faut jamais oublier que l'histoire de l'insertion et du revenu minimum, c'est une histoire très récente, qui fait qu'en 88, quand le législateur crée le revenu minimum, il crée des obligations d'insertion. Les obligations d'insertion, elles sont pour les bénéficiaires, certes, mais elles sont aussi pour la collectivité. Puisqu'à l'époque, les collectivités, enfin les départements, ont l'obligation d'inscrire en année N+1 20% de leur budget pour créer des actions d'insertion. Après, ça passera à 18% et puis ça sera supprimé en 2004 avec la loi de décentralisation. Mais à l'époque, 20% pour créer des actions d'insertion. Sauf que les départements à l'époque ne savent pas ce que c'est que l'insertion. C'est-à-dire que l'insertion, on n'en a jamais fait, on faisait de l'action sociale, on faisait du développement social, mais de l'insertion, on n'en faisait pas. Et il va falloir à ce moment-là, trouver des acteurs avec lesquels forger des dispositifs d'insertion. Alors il y en aura d'autres. Je veux dire, à l'époque, on commencera à travailler aussi avec la méthode IOD, avec d'autres partenaires. Mais sur ce chemin-là, sur cette nécessité d'inventer, il y a les structures de l'IAE. Dans les toutes premières années, c'est l'UNED, l'Union départementale de Gironde, l'UNED 33, qui a été le seul réseau existant et efficace en Aquitaine. Petit à petit, les autres départements ont plus ou moins créé leur union départementale, mais c'est surtout à partir du début des années 90 qu'avec la création de Aquitaine Association Intermédiaire, les départements se sont aussi un peu mieux structurés. Lorsqu'avec quelques directeurs nous créons l'UREI en 1985, l'Union régionale des entreprises d'insertion d'Aquitaine, il y a là 5 à 6 structures en Aquitaine, alors qu'en 1993, donc 8 ans plus tard, ce sont près de 50 à 60 entreprises d'insertion, et donc l'idée de la mise en place d'un plateau technique s'impose. Les responsables des entreprises de l'Union régionale ne peuvent plus, de façon bénévole, assurer le soutien, le développement, l'aide à ces structures. Voilà. Nous démarchons nos partenaires institutionnels, le conseil régional, le conseil général, l'État, à travers la direction départementale et la direction régionale du travail, qui sont globalement favorables. La DDE plaide quant à elle pour un groupement des réseaux de l'insertion par l'économique en Aquitaine. Alors il faut savoir effectivement que je parle de l'UREI, mais pendant cette période, 1985 à 1995, un certain nombre d'autres modèles se sont mis en place. Les années 1985, 86, 87, 88, ce sont les associations intermédiaires. En 1989, avec la mise en place des contrats emploi solidarité, ce sont les associations d'insertion.
les GEC et au début des années 90, les chantiers écoles. Voilà. Donc il y a effectivement de nouveaux dispositifs en place et l'État souhaiterait probablement que tout ça s'harmonise, se coordonne et arrive un petit peu dans un espace partagé. D'ailleurs, il initiera le premier et à ma connaissance le seul congrès national des réseaux d'insertion par l'économique qui se tiendra à Avignon en 1993. Au point de départ, on avait créé le GARI, c'est-à-dire au fond dans les années 80, début des années 90. On avait créé le GARI, je ne sais plus la date exacte, on avait créé le GARI pour mettre en commun les forces de 3 réseaux qui étaient celui de l'UREI, celui de l'association intermédiaire Aquitaine et celui de la FNARS, en créant je dirais, un groupement de fait, qui n'était pas une association de ces 3 réseaux, on va être beaucoup plus fort pour défendre ce qu'on a à défendre et de façon isolée. Donc on s'était retrouvé tout naturellement, étant entendu également qu'il y avait une interpénétration des uns et des autres dans les réseaux. Par exemple, moi j'ai été premier président de l'UREI Aquitaine, mais en même temps j'ai été ensuite président de la FNARS. Donc les personnes s'échangeaient dans le bon sens du terme, et donc on arrivait de fait à être porteurs des mêmes combats, non pas dans une idée de concurrence entre nous, je ne me souviens pas du tout de ça, mais beaucoup plus une idée de s'associer ensemble pour faire gagner cette idée de l'IE. Donc on était plutôt, je dirais, dans ce travail de pionnier pour dresser, j'ai envie de dire, le décor politique de la légitimité de l'IAE. Là 10 ans du GARI, mais avant le GARI, il y a un certain nombre il y a les réseaux qui préexistent. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, alors moi j'arrive en Gironde dans la fin des années 90, donc j'ai pas totalement la mémoire des années 90, mais on est effectivement, il y a des têtes de réseau qui existent. L'UREI existe, l'UNED doit exister, enfin l'UNED existe, il y a un certain nombre de têtes de réseau avec lesquelles on travaille. C'est vrai que pour nous, à un moment donné, voir les acteurs avoir la volonté de se fédérer, de fédérer des moyens, de fédérer leurs moyens d'ingénierie, parce que c'est bien ça dont il s'agit à un moment donné, se fédérer leurs moyens d'ingénierie, fédérer leurs moyens d'aider les structures et d'aider les porteurs de projets. C'est quelque chose qui nous intéresse, et qui nous a intéressés dès le départ, parce que effectivement là on est là je suis là, par contre on est dans les années 2000, mais effectivement on est bien dans la nécessité et dans la volonté de conforter et d'aider à conforter ce réseau. C'est pour ça que dès le début, le département de la Gironde va être le partenaire du GARI. Vers la fin du premier contrat de plan, comme nous avions des emplois d'initiative locale dans notre capacité d'intervention, nous avons eu des demandes. Je pense que la première fois, c'était soit une association intermédiaire qui était dirigée par Marie-Hélène Mandibou, soit l'entreprise d'insertion de Jacques Dugène. Je ne peux plus dire lequel des deux, mais ils éprouvaient le besoin à l'époque de créer un réseau départemental. Ils ont commencé à venir me voir, puisque c'était moi qui m'occupais des financements au titre pour l'État et pour le conseil régional, venir me demander donc un emploi d'initiative locale. Mais c'est vrai que ce qui m'a intéressée, c'était au-delà du dossier qu'ils pouvaient me présenter, la réalité de leur activité sur le terrain, puisque moi j'ai besoin de comprendre ce qui se passe sur le terrain concrètement, puisqu'on me parlait de population en difficulté, et qu'à l'époque je ne comprenais pas quelles étaient les spécificités et de l'entreprise d'insertion et de l'association intermédiaire. Est-ce qu'ils étaient sur les mêmes publics? Est-ce qu'ils avaient des objectifs différents? Enfin, qu'est-ce qui se passait concrètement? Donc notre histoire, qui a été une longue histoire, très longue histoire, a commencé comme ça. Eux avaient besoin d'un financement et moi j'avais besoin de comprendre. Le financement de l'État et de la région pourrait se faire qu'à travers une régionalisation
de l'ensemble des structures. Et ils n'étaient pas tout à fait prêts, c'est-à-dire qu'il nous a fallu beaucoup de temps de négociation, de repérage sur le terrain, de qui faisait quoi, dans quel type de structure, c'est-à-dire qu'il fallait aussi amener des structures qui n'avaient pas obligatoirement envie d'appartenir à un réseau, qu'elles viennent dans le réseau, sinon ça n'avait pas de sens. Il y a des raisons fondamentales et puis plus tard des raisons économiques. Les raisons fondamentales, c'est que nous étions un certain nombre à penser qu'on faisait le même travail. Finalement, on avait les mêmes objectifs sociaux et d'insertion professionnelle, mais qu'on avait des moyens différents. Donc, c'était pas possible de travailler chacun dans notre chapelle. On a été aussi incité à ce rapprochement par nos partenaires de l'État ou de la région. Lorsque donc la direction du travail nous dit « je préférerais soutenir un réseau des réseaux qu'un réseau tout seul », nous comprenons, mais nous essayons de poser plusieurs points qui nous paraissent importants. Le premier, ces réseaux, nos réseaux, se sont construits sur des paradigmes, sur des modèles, sur des idées d'une société du travail relativement différentes et peut-être même concurrentielle. Donc, ça ne facilite pas les choses. Le deuxième, c'est que, alors que nous avons à construire nos réseaux, la première étape, c'est d'abord, effectivement, de consolider nos identités propres à chacun de nous. Donc, nous pensons que nos partenaires et nous-mêmes avons d'abord besoin de construire nos réseaux au mieux, de façon à être des partenaires solides, fiables dans ce partenariat. Le troisième élément, c'est que nous ne sommes pas sûrs que des réseaux puissent se construire sur la volonté d'un opérateur extérieur, fût-il l'État, et qu'il faut que les acteurs eux-mêmes en soient demandeurs. Et ce n'était pas le moment. Par contre, nous trouvions complètement important de se positionner sur cette dynamique-là. Donc, le deal que nous avons passé avec nos partenaires, c'était d'inscrire à notre cahier des charges, effectivement, de travailler dans cette direction. Les premières collaborations, c'était un accord de partenariat, donc au début des années 90, si ma mémoire est à peu près bonne, qui avait pour objectif, le premier objectif très concret, c'était le premier guide de l'IAE. Le premier annuaire des réseaux d'insertion par l'économique d'Aquitaine, qui d'ailleurs s'est mis en place, a été édité dès 93, 94, 95, il faudrait vérifier. Ça a donné lieu au premier annuaire de l'insertion par l'activité économique. La couverture du premier annuaire, moi, m'a semblé extraordinaire parce que j'avais enfin l'accord des trois partenaires pour paraître ensemble sur la même couverture. C'est-à-dire accepter le principe de la coopération, de la collaboration et d'une certaine forme de transparence. J'ai beaucoup apprécié d'aller voir sur le terrain comment ça se passait. J'ai trouvé ces actions gratifiantes pour mes partenaires puisqu'ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient. Donc l'émergence de l'UREI et puis du GARI derrière. L'émergence de leur capacité à négocier au niveau national et à être crédible. Donc ça a été pour moi une période tout à fait passionnante. Le dernier point, je crois, c'est qu'il fallait que les concepteurs, les créateurs, les développeurs de ces réseaux disparaissent pour laisser la place à de nouveaux regards, de nouveaux opérateurs, de nouveaux acteurs. Et donc ce n'est peut-être pas pour rien qu'il a fallu attendre 2002, 2003, 2004 pour que naisse le groupement aquitaine des réseaux d'insertion par l'économique de façon structurelle et officielle, groupement auquel aujourd'hui, de tous mes voeux, je souhaite une longue vie.